Dimanche 18 décembre 2022, 13h30 à Aslama, dans la préfecture de Raro. Même heure ici à la paroisse Bomberger de la télévision deuxième, 37 minutes, 13h37. Alors, je vous souhaite une cordiale et fidèle bienvenue à la 51e ou au 51e et avant-dernier rendez-vous de la messe de l'année 2022. L'année s'achève et la vie diminue, a dit l'artiste zaïrois Sam Mangwana. C'est l'heure des bilans que j'ai fait de bien et de mal. Qu'ai-je fait de bien et de mal, de bon et de mauvais? Voilà des questions que chacun devrait se poser. À quoi ai-je été utile pour ma famille, mon entourage, ma nation? Autre question à se poser et dont la réponse déterminera le contenu de notre bilan de l'année. À quelques jours de la fin de l'année, je laisse ces questions à ces questions existentielles, bien sûr, à votre appréciation et pour votre méditation. Et si vous le désirez, vous pourrez m'appeler dimanche prochain dans la dernière émission de l'année pour partager vos idées avec nos téléspectateurs ou m'envoyer le message au 90 13 36 65 pour nous faire part de vos appréhensions. Je rappelle les questions qui vont meubler votre réflexion. Qu'ai-je fait de mal ou de bien et de bon et de mauvais tout au long de l'année qui s'achève? Voilà des questions que chacun devrait se poser. Et puis également, autre question à se poser et dont les réponses détermineront le contenu de notre bilan de l'année. À quelques jours de la fin de l'année, que je laisse à votre appréciation et pour votre méditation. Alors, bienvenue à toutes et à tous à ce 51e rendez-vous de la messe médiatique, une messe que je vais célébrer, qui va s'articuler d'ailleurs autour de 5 chapitres qui sont à égrener dans cet évangile, à savoir le sommet des États-Unis avec le malaise et la polémique au sein du parti de Jean-Pierre Fabre suite aux hommages de Gilbert Bawara à Patrick Lawson, le retour de la lutte contre la vente du carburant frelaté, puis la fin de l'année et ses mystères et faits insolites, le mondial 2022 dont le sacre est prévu pour ce jour, dans quelques minutes d'ailleurs. Tout ça en une soixantaine de minutes avec Jacques Jacouti, ici présent à gauche. Il est journaliste, analyste sociopolitique, directeur de la toute première radio de l'Évangile, la JVA, Jésus vous aime, ancien président du Conseil national des patrons de presse. Et à ma droite, à votre gauche, El Hadj Acha Ibrahim, directeur de publication du journal Temps Nouveau, à qui je vous prie de vous joindre à moi pour souhaiter une confraternelle, respectueuse et patriotique bienvenue ici sur ce plateau. Bienvenue à vous aussi qui êtes connectés de par la planète Terre pour nous suivre grâce au réseau YouTube, Facebook et d'autres canaux disponibles. Bonjour mon président. Bonjour Eric, bonjour à nos téléspectateurs qui sont actuellement branchés sur la TV2 et souhaiter une bonne journée dominicale et bon appétit
ceux qui sont actuellement à table et dire également que comme c'est le dimanche, Oui. et que la grâce divine soit sur chaque foyer et soit sur chacun et chacune de ceux qui sont en train actuellement de nous suivre. Il est vrai que les esprits sont câblés vers la finale de la Coupe du Monde. Tout à fait. Du monde. Donc nous souhaitons effectivement, comme vous l'avez inscrit dans le questionnaire Oui. sur le foot, effectivement que le meilleur gagne par rapport effectivement à cette grande finale. Et honneur également au Togo. Félicitations à la chaîne New World qui a fait vraiment des prouesses. Même si le Togo n'est pas à la Coupe du Monde, le Togo fait vivre effectivement la Coupe du Monde à travers effectivement cette chaîne. Félicitations à tout le personnel de New World, félicitations au peuple togolais, au gouvernement togolais qui a permis à ce que effectivement cette prouesse-là puisse se réaliser. Même si nous ne remportons pas la Coupe du Monde, le Togo a le mérite effectivement d'être classé parmi les pays où aujourd'hui il faut reconnaître les bienfaits, parce que le Togo a permis à ce que cette chaîne-là puisse relayer les matchs et que le monde entier, surtout l'Afrique, puisse suivre effectivement au nom du Togo. C'est moi qui vous remercie, mon président, pour votre disponibilité. Ces derniers jours de l'année sont très surchargés. Il faut courir de gauche à droite pour trouver quelque chose et combler la fin de l'année. Mais vous vous êtes détaché de toutes ces tâches pour venir, comme vous aimez bien, nous fidèles téléspectateurs, vous n'avez pas hésité un seul instant à venir partager avec nous ce plateau de la semaine. Ibrahim, vous aussi, merci d'avoir accepté, malgré toutes vos charges de la fin de la semaine, notre invitation pour venir célébrer cette messe avec nous. Non, c'est avec plaisir que nous répondons à vos invitations, puisque c'est notre job, c'est ce que nous faisons. Donc, lorsque vous nous invitez, vous venez discuter de l'actualité politique, socio-économique du Togo. Et d'ailleurs, c'est avec plaisir que nous serons toujours là. Et je salue aussi mon président qui est ici avec nous. Et c'est un honneur. Bien évidemment, d'être à côté de mon président et de le remercier aussi pour tout ce qu'il a fait pour la presse togolaise. Il continue toujours à le faire. Vous avez dit ancien patron de CONAP. C'est le premier, le tout premier. J'avoue qu'il continue toujours son rôle. Chaque jour que Dieu fait, il essaie de voir comment est-ce qu'il peut impacter la presse togolaise, comment est-ce qu'il peut amener nous, acteurs de cette presse togolaise, vers le professionnalisme. Donc c'est l'occasion de lui rendre hommage et de le remercier. Qu'il ne baisse pas les bras, qu'il continue. Et que Dieu l'inspire davantage, qu'il l'accompagne dans toutes ses œuvres. Tout ça rendu possible grâce à une dynamique équipe technique, très soudée, du cadrage à la diffusion, en passant par la réalisation, où vous trouverez des braves garçons comme Maki Ibrahim en face pour le cadrage, et puis Alexandre Tchalim de l'autre côté de la mise en onde et en orbite. Appelez-moi Eric Tarandé, je suis le prince héritier de la Bina de Paouda, enfant au poumon d'acier, on m'appelle aussi. Voilà les civilités. À présent, nous égrenons les chapitres. Le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, a fait bouger une cinquantaine de chefs d'État africains vers lui. Notre président Faure Eswazina Gnassingbé était de la partie. C'était dans le cadre d'un sommet, appelé sommet des leaders. Alors Jacques, pourquoi lui seul, en tant que Biden, lui seul ne pouvait pas venir vers les 49 ou 50 chefs d'État et que ce soit eux qui soient obligés de se déplacer vers lui? Vous comprenez effectivement la force des États-Unis, et vous comprenez également la force de l'Amérique. Et qui connaît un peu les États-Unis d'Amérique, vous comprenez que c'est une puissance. Et
Vous savez, ça n'a pas commencé avec Joe Biden, ça avait commencé d'abord avec Barack Obama. C'est vrai que depuis que Trump avait pris les rênes des États-Unis, il y avait effectivement un pont, et l'eau a coulé beaucoup sur le pont par rapport aux relations entre l'Afrique et puis les États-Unis. Mais Joe Biden est revenu, il a voulu renouer effectivement ce contact entre l'Afrique et l'Amérique. Il faut reconnaître que, Eric, tout ce qui se passe, vous savez, c'est un monde d'affaires. Qui parle d'affaires, il faut toujours un contact. Et qui parle de contact, c'est qui dit également des revenus. C'est-à-dire que ce n'est pas pour les yeux doux que Joe Biden a invité les chefs d'État africains à aller aux États-Unis, mais c'est pour effectivement l'ancrage effectivement des affaires entre les États-Unis et les pays africains. Parce qu'il faut reconnaître que l'Afrique a de l'avenir. L'Afrique a beaucoup d'avenir et vous allez constater que la plupart de ces puissances-là essaient effectivement de courtiser l'Afrique et organiser également des sommets. Il y a le sommet Chine-Afrique, le sommet Turquie-Afrique, le sommet France-Afrique, le sommet également Russie-Afrique. Donc c'est pour vous dire que l'Afrique est devenue aujourd'hui l'épicentre de presque toutes ces puissances. Parce qu'on sait que les premières matières par rapport au développement au niveau des industries, c'est l'Afrique. Vous prenez par exemple le Congo, ou quand on vous parle du colbert, ou on essaie d'exploiter, ça sert à fabriquer beaucoup de choses. Donc c'est pour vous dire que les États africains, les Africains sont tellement immensément riches, mais on n'arrive pas à s'organiser. On n'arrive pas à s'organiser, si bien que c'est les puissances-là qui profitent. Je suis étonné qu'on dise que lors de cette rencontre, une enveloppe a été allouée à tous les pays africains. Et vu ce que l'Amérique est en train d'investir dans cette guerre de l'Ukraine, je vous dis que l'investissement au niveau de l'Afrique, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Ouais, donc c'est pour vous dire aujourd'hui, c'est vrai, c'est bon, ce genre de sommet, mais il faudrait aujourd'hui que l'Afrique s'organise. Et l'Afrique se dise que aujourd'hui nous sommes riches. Plus nous sommes riches, il faudrait que nous puissions effectivement rester soudés et unis. Et comment vous pouvez imaginer que avec ces richesses que nous avons, qu'on ne puisse même pas bénéficier, ne serait-ce qu'une seule place dans le Conseil de sécurité de l'ONU. L'Afrique n'est pas représentée. La fois passée, Joe Biden disait qu'il faudrait que l'Afrique soit représentée également dans le G20. C'est vrai, c'est des bonnes déclarations, c'est de bonnes intentions. Mais après ces gens d'annonce, c'est fini. On n'avance plus. Il faudrait aujourd'hui que l'Afrique effectivement se prenne en charge. On a aujourd'hui ce que nous appelons l'Union africaine, mais ce que nous constatons, ça n'avance pas. Vous voyez, Eric, comment vous pouvez imaginer, avec toutes ces richesses que nous avons, que c'est la Chine qui vient construire, par exemple, le siège de l'Union africaine. Hier, on nous parlait du siège également de la CEDEAO, que la Chine encore doit construire. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que quelque part, on est riche, mais on est pauvre. Parce que on ne sait pas s'organiser, on ne parle pas d'une seule voix, et si bien que ceux qui sont là, ils sont en train de tirer les ficelles, et c'est nous qui souffrons. Moi, à mon entendement, quand j'avais appris qu'il y aura, par exemple, ce sommet aux États-Unis, j'avais cru qu'entre-temps, les chefs d'État africains allaient se retrouver quelque part pour dire, écoutez, oui, réfléchir en amont pour dire, voilà ce que nous allons, voilà ce que nous allons demander, parce que nous allons en force. Et lorsque vous êtes fort dans une négociation, l'autre est obligé de fléchir. Mais ce que nous avons constaté, c'est que c'est les Africains, c'est les Américains qui dictaient encore leurs lois, ce qu'il fallait faire, et on est là, on est en train d'applaudir. Ouais, donc il faudrait aujourd'hui que les paradigmes puissent changer. Si nous voulons aller loin, il faudrait que l'Afrique puisse réfléchir autrement. Avec la guerre de l'Ukraine, cela nous a permis de voir beaucoup de choses, surtout avec le Covid qui est arrivé. Le Covid a ouvert les horizons. On est en train de voir les réalités, les fondamentaux même, effectivement, de ce qu'on appelle une relation gagnant-gagnant entre les États. Oui, Acha, la même question, je vous la balance. Je voudrais bien avoir votre avis également là-dessus. Un seul qui fait déplacer près d'une cinquantaine de chefs d'État pour parler des questions, comme le dit le président, qui, à mon avis, intéressent beaucoup plus les États-Unis que l'Afrique.
vont dans l'intérêt de beaucoup plus des États-Unis que de l'Afrique. Comment vous avez trouvé ça, ce mouvement? Est-ce que ce n'était pas bien que Biden vienne vers les 49 chefs d'État quelque part? Pourquoi pas Lomé ou bien dans un autre pays, au Mali, pourquoi pas? Tout à fait, c'est le souhait des Africains. Mais il se passe que, comme le dit un dicton de chez nous, la main qui demande est une main impuissante. Ça voudrait dire que nous ne pouvons pas faire venir Biden ici en Afrique. Parce que Biden, au point de vue géopolitique, géostratégie, il est haut perché et nous regarde du haut. Donc ça voudrait dire que nous ne pouvons pas agir sur lui. Et il y a aussi le côté infantilisation de nos dirigeants. Ayons le courage de le dire et assumons que nos dirigeants ne prennent pas à proprement parler leurs responsabilités par rapport aux grands enjeux mondiaux. Parce que actuellement, si vous voyez un peu la Turquie était presque effacée. Mais depuis un certain temps, avec l'envie, la volonté d'aller vers un positionnement au point de vue mondial, la Turquie a commencé par dicter aussi sa loi à certains chefs d'État, ses collègues de l'Europe, et aussi, pourquoi pas, à vouloir aussi venir en Afrique. Tout récemment, ou bien actuellement, nous sommes en train de suivre le mondial au Qatar. Vous pensez que le Qatar, c'est parce qu'il a l'argent et il organise le mondial? C'est un positionnement, Le Qatar est en train de se positionner dans le Conseil des Nations. Et à un moment donné, le Qatar aura aussi son mot à dire dans tout ce qui y aura comme décision qui engage le monde, qui engage la planète. C'est comme ça. Donc c'est un travail qui se fait et les gens réfléchissent de façon méthodique et à un moment donné, ils se placent à un niveau où ils peuvent aussi influencer d'une manière ou d'une autre les grandes décisions au niveau de la planète, au niveau du monde. Donc les chefs d'État africains, c'est ce que disait notre président, M. Diakouti, d'aller vers le changement de paradigme. Donc il va falloir que nos chefs d'État, nos dirigeants africains réfléchissent autrement pour voir dans quelle mesure l'Afrique, qu'on regarde comme un continent qui ne mérite même pas d'être sur la même table que les autres, en tout cas les autres pays ou bien les autres continents, puisse aussi travailler, savoir aussi comment s'imposer dans le Conseil des Nations. Mais si nos dirigeants africains pensent que ce sont les puissances qui, à un moment donné, vont dire, bon, vous aussi vous êtes suffisamment mûrs, venez, ils attendront longtemps, ils vont toujours les infantiliser. Quand il s'agit de la sécurité de l'Afrique, on court vers les puissances. Quand il s'agit des questions humanitaires, des catastrophes, on court toujours vers la puissance. Mais quand il s'agit de se faire plaisir soi-même, vous les voyez avec des palaces, des yachts, beaucoup de réalisations en Europe. Et des fois même, vous tombez de nuit quand on vous dit que c'est un dirigeant africain qui a ces richesses-là en Europe. C'est un dirigeant africain qui a ses fonds là dans les paradis fiscaux. Vous tombez de nuit, vous vous demandez, mais c'est quelle Afrique? L'Afrique qu'on dit où on dit il y a la pauvreté, l'Afrique où on dit il y a la misère, l'Afrique où on dit les gens ne mangent pas. C'est cette Afrique-là, c'est dans cette Afrique qu'on trouve des gens qui ont 5 milliards, c'est dans cette Afrique qu'on trouve. Vous savez, le scandale de Bâle est bien mal acquis. Quand vous voyez les véhicules de luxe qu'un enfant d'un dirigeant africain a en Europe, ce qu'il utilise, la bamboula qu'il fait là-bas, vous comprenez que les gens ne se prennent pas au sérieux. Donc il va falloir qu'on réfléchisse autrement, qu'on s'impose dans le Conseil des Nations, qu'on change de paradigme, et je pense que prochainement ça peut aller. Mais ça m'amène aussi à dire que c'est une question aussi de vision. Donc les États-Unis ont une vision. Leur vision, c'est de continuer toujours pas à être les puissants. On dit que ce sont les puissants. La première puissance. La première puissance, ce sont les puissants. Donc ils vont toujours continuer à avoir cette position hégémonique sur les autres. Donc voilà pourquoi il a appelé les chefs d'État là, et lorsque les chefs d'État africains sont allés vers les États-Unis, il a essayé de dire ce que lui veut, ce que les États-Unis veulent pour l'Afrique. Et nos dirigeants ont pris bonne note. On leur a parlé de la démocratie, on leur a parlé de la lutte contre le terrorisme, il y a tout un dictat, on leur a dicté un certain nombre de comportements adoptés et ils ont pris bonne note. Vous appelez votre enfant, vous lui dites que je ne veux pas ça. Reste à savoir qu'est-ce qu'ils feront de cette prise de notes. Ils sont obligés de se mettre à cela, ils vont implémenter cela une fois revenus sur le continent, parce que quand vous n'êtes pas fréquentable vis-à-vis des États-Unis, il y a beaucoup de choses que vous perdez. Vous avez connaissance que les États-Unis ont parlé d'un mécanisme là pour lutter contre la pauvreté. On parle du Millennium Challenge Corporation. Voilà, l'organisme c'est Millennium Challenge Corporation, MCC, qui s'occupe
il y a un certain nombre de dispositions en évaluant certains États par rapport à certains critères bien définis. Il y a un total de 20 critères bien définis. Quand vous essayez de valider ces indicateurs-là ou bien ces critères-là, vous êtes éligible pour le programme. Et je pense que ça peut amener chacun à pouvoir avoir ce dont il a besoin. Nous avons aussi connaissance que tout récemment le Togo fait partie de ces États qui sont éligibles, et j'ose croire que c'est par rapport aux efforts fournis par le Togo dans le respect de certains principes, notamment les principes démocratiques, l'investissement dans le capital humain, et on a parlé aussi de la maîtrise de la corruption. Donc ça passe par la bonne gouvernance et un certain nombre de critères, et c'est à la suite de tout ça là que on nous dit que nous sommes éligibles au programme Compact. Donc vous comprenez par là que c'est une manne qui va descendre, et ça peut aider quand même à résoudre certains problèmes sur le terrain. Merci. Toutes nos excuses entre-temps pour l'écho qui vous est parvenu. Vous nous excusez pour cela. Mon président, je reviens un peu sur... bon, c'est vrai que je ne sais pas si vous avez que ce soit les chefs d'État africains qui aillent vers Joe Biden, ou c'est l'inverse. Ce qui est plus important, c'est ce dont il a été question, c'est ce dont ils ont parlé, c'est le sujet. Je ne sais pas si vous avez une idée sur ce dont il a été question lors de la rencontre. Je crois que Acha a déjà parlé de ça. C'est la démocratie, la bonne gouvernance et la sécurité. C'était les 3 points saillants de cette rencontre. Et vous savez, c'est un peu triste, il faut qu'on le dise. Vous savez, c'est pas aux Américains de vouloir nous aider et dire, bon, il faut valider d'abord 20 points avant qu'on vous donne la manne. Ça n'a pas du tout de sens. Vous voyez, et pour ça, chacun court pour pouvoir valider effectivement ces 20 points. J'ai vu la dernière fois le président du Bénin et celui du Niger qui étaient en train de signer des accords entre... Et bon, les gens étaient contents. Alors que, bon, vous savez, quand on vous donne par exemple le chiffre de ce que les États-Unis vont débloquer par rapport à ces pays, souvent, c'est des infimes parties. Oui, oui. C'est des microfinances qu'on les micro-désirs, comme le disait Herbert Marcuse. Oui, donc je crois que, comme on le disait tout à l'heure, si l'Afrique arrive à s'organiser, et l'Afrique essaie effectivement de bannir, pas totalement bannir, mais essaie de réduire un peu la corruption, je vous dis que les pays vont se développer. Vous prenez des pays où peut-être, quand vous prenez le total de nombre d'habitants, peut-être c'est 8 millions, 10 millions, et dire par exemple que une population de 10 millions, 8 millions souffre, vous comprenez qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique a tous les atouts pour réussir. L'Afrique a tous les atouts pour réussir. Je crois que Acha a parlé du Qatar aujourd'hui. Vous voyez les prouesses que le Qatar a eu. Avec ses 4 millions. 4 millions seulement de population. Mais on me dira que oui, ils ont le pétrole. Effectivement, ils ont le pétrole. Mais nous aussi, nous avons d'autres. Oui, c'est parce qu'ils ont su gérer. Autre chose. Justement, c'est parce qu'ils ont su gérer la manne qu'ils ont. Et aujourd'hui, ils ont ce qu'ils ont. Quoi que si on arrive à gérer 4 millions, voilà ce qu'ils ont pu faire. C'est parce qu'ils ont su gérer. Ils ont minimisé un peu la corruption et tout. On sait la traçabilité. Quand l'argent sort, par exemple l'argent du pétrole sort, on sait là où l'argent va. Et on sait quel investissement faire. Vous voyez, le Qatar s'est développé comme ça. Et le Qatar est arrivé même à organiser une Coupe du Monde. Vous voyez, donc c'est pour une population de 4 millions. Vous voyez, donc c'est pour vous dire avec des stades vraiment relocants. Donc c'est pour vous dire que lorsque par exemple on a l'envie de bien faire, le voilà l'air. Il suffit seulement qu'on ait envie de bien faire quelque chose, on peut le faire. Vous allez voir les États où peut-être que quand vous prenez le PIB peut-être par habitant, ça ne c'est rien du tout, mais au même moment vous voyez par exemple des gens qui sont là, qui sont tellement immensément riches, qui dépassent même souvent, certains ont une richesse qui dépasse même le budget de l'État. Donc c'est pour aujourd'hui leur rencontre aux États-Unis. C'est une bonne rencontre parce que cela a permis à certains de faire le bilan de santé avant de revenir. Ça a permis à certains également peut-être de s'acheter des chocolats pour revenir remettre aux familles. C'est une bonne chose. Et puis l'autre aspect,
depuis Covid, il faut reconnaître que certains chefs d'État n'avaient plus mis pied aux États-Unis. Et depuis que Trump avait accédé au pouvoir, certains chefs d'État n'avaient plus mis pied également aux États-Unis. C'était pas fréquentable. Donc, cela a permis à ce que... un peu c'est comme... ça fait un peu de tourisme. Oui, c'est comme peut-être un chien que vous mettez dans la cage. Quand vous l'ouvrez, vous voyez, il est content. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne peut pas interdire à ces chefs d'État d'aller, mais il faut reconnaître, comme Ibrahim l'a dit, c'est vrai, ils sont allés, ils ont pris bonne note, mais qui vous dit que certains peut-être vont l'appliquer, certains l'appliquent. Mais il paraît qu'il y a certains pays, 2 ou 3 là, qui ne sont pas allés. Hein, non, c'est le Burkina Faso, parce qu'il y avait eu un coup d'État là-bas, il y a le Mali, il y a la Guinée-Conakry, il y a également l'Érythrée, il y a également la Somalie, avec les guerres, et le Soudan également. Donc voilà les pays qui n'ont pas été invités par rapport à ces crises. Voilà. Mais Ibrahim, au-delà du décor offert de tout ce dont on a débattu, est-ce que vous ne voyez pas derrière cette invitation de Joe Biden à rencontrer les chefs d'État une sorte de menace, de peur par rapport à l'invasion des autres puissances en Afrique telles que la Chine, la Russie en route et bien d'autres pour peut-être resserrer les rangs avec l'Afrique. Bien évidemment, c'est pourquoi nous parlons diplomatique. Bien évidemment, c'est pourquoi nous parlons de positionnement géostratégique. Donc les États-Unis, surtout le président Diakouti le disait, avec la venue de Trump, il y a eu un problème qui s'est posé et Trump a semblé ne pas s'intéresser au continent africain. Donc pendant le règne de Trump, le continent américain n'a pas eu trop de relations d'ouverture sur l'Afrique. Donc pendant ce temps, vous savez, on dit que quand vous n'êtes pas là, l'autre aussi. Donc voilà. Donc, la Chine, la Russie et tout ça, là, donc, ils ont pu développer des partenariats avec les pays africains. Donc avec le retour de Biden a senti qu'il fallait amener aussi l'hégémonie américaine sur le continent africain, surtout que maintenant il y a beaucoup de richesses du sous-sol qui apparaissent et surtout avec l'évolution technologique, on a besoin encore plus de cobalt, comme le disait M. Diakouti, et on a besoin aussi des minéraux, et l'or, le diamant et tout ça, le fer, tout ça là, pour faire tourner les industries ou bien pour accroître la révolution, disons, industrielle au niveau du continent américain. Donc c'est de bonne guerre quand même que les États-Unis s'intéressent beaucoup plus à l'Afrique, et surtout que si la Russie commence par gagner du terrain en Afrique avec les pays où la Russie est en train de positionner ses forces, et la Russie est en train d'aider certains pays à éjecter certaines puissances, il va falloir que les États-Unis viennent aussi assurer leur arrière. Les États-Unis aussi veulent avoir aussi, comme on le dit, des territoires où elle va sembler aussi être un terrain conquis. Tout le monde veut l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les transactions au niveau du monde, que ce soit par la route, par la mer ou bien par les airs, l'Afrique se trouve à un carrefour où chacun voudrait vraiment être présent. Voilà, mon président, votre avis me plaît là-dessus également. Il faut reconnaître, Eric, que vous savez, avec tout ce qui se passe, il faut reconnaître que l'Amérique est là d'abord pour ses affaires. Et vous savez ce qu'il dit toujours, American First, c'est-à-dire l'Amérique d'abord. C'est ça. Et vous vous rappelez, je crois que c'est De Gaulle qui a dit. C'est bien De Gaulle que la France n'a pas d'amis, mais que des intérêts. Des intérêts. En fait, et c'est ce que nous voyons avec les Américains. C'est vrai que on a parlé du terrorisme lors de cette rencontre et tout ça, mais il faut reconnaître que le vrai problème, les Américains sont en train d'abord de poser leur valise en matière d'affaires. C'est d'abord ça. Parce que regardez ce qui se passe en République démocratique du Congo, avec le M23 qui est en train de créer des problèmes au Congo. Mais qui réagit? Mais pourquoi l'Amérique va réagir par exemple en Ukraine? L'Amérique réagit en Ukraine parce que c'est quoi? Ils sont en train de livrer les armes.
Et ces armes-là, je vous dis que l'Ukraine va payer cher. Oui, l'Ukraine va payer très cher aux États-Unis après. C'est vrai que les gens applaudissent aujourd'hui que non, les Américains sont en train de livrer les armes, l'OTAN est en train de livrer les armes, tel est en train de livrer les armes. Mais demain, je vous dis, presque toute la génération en Ukraine, ils seront là en train de payer ces dettes. Ah, ils vont payer les dettes parce que l'Amérique se force aujourd'hui les mêmes. Oui, parce qu'ils sont en train de livrer les armes. Et l'autre aspect, l'Amérique est tellement contente parce que l'Union européenne est en train de prendre les sanctions contre la Russie, ça bloque certaines choses et au même moment, l'Amérique est en train de profiter pour poser effectivement ses devises. Vous avez vu comme l'inflation aujourd'hui sur le plan mondial, ça profite à qui? Ça profite effectivement aux Américains. Il ne faut pas qu'on se leurre pour dire que bon, nos chefs d'État sont allés là-bas, c'est des milliards qui vont tomber et tout ça. Et l'autre aspect, même parlons de ces milliards, mais ce que j'ai dépensé pour aller là. Ce n'est même pas ça. Regardez, les conditions avant d'avoir accès à ces milliards. Il faut remplir les conditions. Et l'autre aspect, c'est pas que lorsque l'argent là sera débloqué, ça va aller directement dans les caisses de l'État. Non, c'est pas ça. C'est avec ordonnance. Justement, avant de pouvoir débloquer. Avec ordonnance. Mais il ne faut pas que les gens s'attendent pour dire bon, c'est vrai, il y a des milliards qui vont tomber du ciel, c'est faux. Les milliards ne tomberont jamais du ciel. Lorsque ces milliards-là vont venir, c'est-à-dire que c'est des domaines spécifiques et donnés. Et lorsque l'argent sera débloqué, il y aura l'évaluation pour voir qu'est-ce qui a été fait. Des audits, par rapport à ces sous. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut reconnaître, c'est vrai que les gens disent que c'est parce que la Russie est en train de faire la guerre à l'Ukraine et que les pays africains sont derrière peut-être la Russie et que les États-Unis veulent briser effectivement cette glace-là pour que les Africains ne se rallient pas à la Russie. Mais c'est faux, c'est un faux fuyant. Le vrai problème, c'est que les Américains sont là avant, après tout, pour développer leur réseau, de faire leurs affaires et gagner. C'est tout. Je crois que, comme vous l'avez dit, les chefs d'État africains sont suffisamment édifiés sur la diplomatie, leur diplomatie avec l'extérieur et ne se laisseront pas faire, je suis sûr. C'est vrai, c'était une chose d'aller, puisqu'ils ne pouvaient pas refuser une invitation, mais la deuxième chose, c'est ce qu'ils vont en faire. Ils ont pris religieusement bonne note, comme vous l'avez dit, mais maintenant le reste est entre leurs mains. Revenons chez nous au Togo. L'hommage rendu par le ministre Gilbert Bawara à Patrick Lonsson a été un pavé jeté dans la mare de l'opposition et plus précisément dans l'Alliance nationale pour le changement ANC. Certains militants, surtout de la diaspora, n'ont pas gobé ce geste magnanime et demandent la démission pure et simple du bureau de ce parti. Que cache, selon vous, cet hommage de Bawara pour qu'il fasse l'objet de tant de polémiques, Adja? Monsieur Gilbert Bawara est allé aux obsèques de son ami, il faut le préciser, son ami, M. Patrick Lonsson, mais il faut dire que c'est jusqu'avant cette cérémonie, personne ne savait que Patrick Lonsson était l'ami de Gilbert Bawara. Ou du moins, personne ne pouvait s'imaginer. Non, personne ne pouvait s'imaginer. Voilà. Et ça, c'est peut-être certains militants incrédules. Parce que pour eux, quand on se dit on est d'une obédience radicale, c'est pas possible d'avoir certaines relations avec ceux qui sont en face, ceux qu'on considère comme étant entre griffes des démons. Donc vous comprenez que le fait que M. Gilbert Bawara ait pu faire cette déclaration et montrer aux yeux du monde et à la face de nous, citoyens togolais, qu'il était un des meilleurs amis de M. Patrick Lonsson, Patrick Lonsson, ça a amené certains à jaser. C'est normal parce qu'on ne pouvait pas s'imaginer qu'il puisse avoir ces liens-là, ces affinités entre des gens du
camp de l'opposition, surtout la branche radicale de l'opposition et le parti au pouvoir. Mais ce qui nous a plu, nous autres, à Camp Nouveau, c'est que cette déclaration valait la peine. Et Gilbert Bara, M. Gilbert Bara, le ministre, a bien fait de l'avouer publiquement, de manière à ce que ça nous amène, nous autres citoyens, peuple, à reconsidérer certaines positions, à ne pas penser que lorsque nous sommes en lutte au point de vue politique. Là-bas, ce sont les idées qui se frottent. Mais dans le social, dans l'humain, nous demeurons tous fils du pays. Nous pouvons avoir des relations entre nous. Le chef de l'État qu'on présente comme le chef de l'État, le président de la République, le président du parti UNIR, qui est un parti que certaines formations de l'opposition pensent à travers que ce parti ne vibre pas. Au même diapason que en matière d'amour pour ce pays, en matière de vision, de développement, de changement pour ce pays, les gens ont commencé par comprendre que, mais au-delà de tout, ceux qui sont au niveau de l'appareil étatique, c'est des gens qui sont sensibles, c'est des gens qui pensent aussi à leurs frères, c'est des gens aussi qui ont le sens de la solidarité. Et d'humanisme. Et d'humanisme surtout. Donc ça, c'est l'humain qui a travaillé et que M. Ford Nsingbe est venu au secours de M. Patrick Lawson, qui était malade. Vous comprenez, il était très souffrant. Et il fallait une évacuation sanitaire. Le chef de l'État l'a fait. Et c'est ce que nous voulons, parce que au-delà de tout, il faut aussi rappeler que le chef de l'État, c'est le chef de tous les Togolais. Il est au-dessus de la mêlée. Donc, que vous soyez critique envers lui, non critique, gentil, docile ou très 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 amer envers lui, quand des situations vont se poser, il n'hésitera pas en tant que père de la nation, en tant que président de la République à agir. Nous avons souvenance aussi des déboires, choses qu'a eu M. Nicolas Lawson, oui. On a dépêché un officiel togolais pour aller le sortir des griffes des autorités militaires ghanéennes. Donc voilà comment les autorités togolaises réagissent. Mais quand vous n'avez pas ces informations, il y a des gens qui entretiennent une certaine image d'eux et parfois c'est à tort que nous les jugeons. Donc les propos de M. Gilbert Bara étaient vraiment, moi, à mon sens, c'était bienvenu pour briser la glace, pour nous amener à comprendre que nous sommes tous des Togolais. Nous pouvons avoir des amis un peu partout et surtout qu'aujourd'hui, quand vous prenez la sphère politique, ce n'est plus une politique à variation géographique. On ne peut plus dire que ceux qui sont dans la zone septentrionale, eux, c'est comme ça, ils réfléchissent, ils ne sont pas des démocrates, ils ne sont pas tels, ou bien ceux qui sont au sud, c'est eux qui sont des gens qui sont démocrates. Non, il n'y a plus ça. Maintenant, c'est que nous sommes des Togolais et chacun est libre. Qu'il soit d'abord, il peut être démocrate, il peut être un opposant, ça ne choque pas. L'essentiel, c'est que nous tous nous puissions travailler pour que notre pays évolue. Et je pense que c'est dans cette dynamique que chaque formation politique, que ce soit ANC, ADI et tout ça, l'avenir et tout ça, bon, chacun voudrait que le Togo change, que le Togo évolue, qu'il y ait vraiment ce que nous appelons la paix, la stabilité, le développement et le progrès dans notre pays. Donc voilà, grosso modo, ce que inspirer. Mais au niveau du parti, ça a créé des remous au sein du parti parce que d'abord, il faut être, je voulais dire, ne pas perdre de vue que les leaders de l'ANC, lorsqu'il y a eu des situations qui se sont posées et ces responsables n'ont pas eu la présence d'esprit de réagir pour recadrer leurs militants par rapport à tout ce qui se disait à l'endroit de certaines formations politiques de l'opposition. On a taxé le quart de maïs rouge, puisque l'emblème du RPT c'est le maïs. Donc quand on dit maïs rouge, vous comprenez ce que ça veut dire en même temps. Il y a certaines formations aussi, notamment à l'UFC, qu'on a dit que l'UFC allait se prostituer au niveau du parti au pouvoir avec leur accord des braves et tout ça là. Donc depuis ce temps, on disait que c'est l'ANC qui est resté rigide, l'ANC ne veut pas approcher les tenants du pouvoir, l'ANC est toujours sur sa base, sur sa ligne radicale. Voilà, c'est eux qui méritent d'être félicités. Et pendant que ces militants disaient des choses comme ça, à mon avis, les responsables de l'ANC devaient sortir des communiqués pour recadrer leurs militants, pour leur dire que non, c'est vrai que nous sommes des partis antagonistes, mais nous n'allons pas jusqu'à l'animosité. Nous sommes tous dans une démarche de combat d'idées et non dans une démarche d'animosité ou bien d'inimitié. Vous comprenez?
s'ils avaient recadré le débat, le débat ou bien recadré leurs militants de par le passé, j'ose croire qu'aujourd'hui, quand les militants apprennent que ces mêmes responsables-là sont amis de certains tenants du régime, ça ne va pas choquer parce qu'ils vont dire que oui, on nous avait dit, puisque diriger un parti aussi, c'est former ses militants. Ça fait partie aussi de ce que nous avons comme cahier de charge au niveau des formations politiques. Il faut former aussi les militants, il faut les éduquer, il faut les sensibiliser. Donc, les recadrer. Ça manquait au niveau de l'ANC. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand certains militants apprennent que leurs responsables sont amis des tenants du pouvoir, ça a commencé par choquer jusqu'à ce que la branche internationale, certains membres de la branche internationale, oui, la coalition G9 a commencé par demander que les responsables du parti rendent le tablier parce qu'ils ont été pris en flagrant délit de collaborationnisme avec le pouvoir en place, des trahisons de la lutte. Voilà. Haute trahison. Voilà. Comme le dit un de mes maîtres à penser, Emmanuel Kant, sauf que le chemin de l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions, mon président. Est-ce que M. Bawara était obligé de se faire ces aveux ou cet aveu-là au lieu à cet endroit-là? Non, vous savez, Eric, le vrai problème du Togo, c'est quoi? Le vrai problème, c'est que nous n'avons pas l'éducation politique. C'est-à-dire que nous constatons qu'au Togo, nous mélangeons tout. C'est-à-dire et la politique, et le social, et le vivre ensemble, et le social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui au Togo, tout est devenu politique. Tout est politisé au Togo. Aujourd'hui, si vous voulez même vous marier, on vous pose d'abord la question, la femme là vient d'où? Est-ce qu'elle est du sud? Est-ce qu'elle est du nord? On vous pose ce genre de questions. Ouais, en fait, c'est ça. Le vrai problème dans ce pays, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette culture où quand on est politique, ça veut dire que l'autre là n'est pas mon ennemi. En fait, c'est un adversaire politique, mais nous ne sommes pas des ennemis. Vous vous rappelez dans le temps, c'est-à-dire que l'éducation qu'on a dans nos militants, c'est ça que les militants sont en train de manifester aujourd'hui. Et on croit que c'est du nouveau. Pas du tout, c'est pas du tout du nouveau. Vous vous rappelez que dans le temps, tous ceux qui ont eu à collaborer avec le régime, mais on les a tous grillés. Prenez les Arifou Aeva, les Ninevi, les Agboibo, les Kofigo, et tout ça on les a grillés parce qu'on a dit non qu'ils ont collaboré avec le régime. Les Demkodjo, justement. C'est ce qui avait été dit. Alors que, au fait, c'est pas ça. On a dit que les gens, si quand je suis par exemple ami à Jean-Pierre Fabre, ou bien je suis ami à Bawara, mais où est le problème? Après tout, nous sommes des êtres humains. C'est parce que l'autre peut-être est de l'ANC, l'autre peut-être de UNIL, c'est tout ce qui nous différencie. Mais quand on se retrouve ensemble, nous sommes des êtres humains, nous sommes des frères. Ça me rappelle, pas pour vous arrêter, ça me rappelle, peut-être vous l'auriez constaté aussi parce que vous avez fait l'université du Bénin dans le temps, mais ça me rappelle la relation bipolarisée entre Zos Adjabon et Maître Natchaba. Quand vous les entendez à l'Assemblée, mais vous n'allez pas croire, mais croiser l'air sur l'air du campus, mais c'est bizarre. Très serré. Alors mon président... Vous savez, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que c'est la culture, ce qu'on a mis dans la tête des militants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours collaborer avec les autres. On considère les autres là comme des diables, donc on ne faut jamais collaborer. Je me rappelle, un homme politique avait dit dans ce pays sur un média que pour manger avec ceux du pouvoir en face, il faut avoir une fourchette du diable. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez vraiment une fourchette qui est tellement si longue avant de pouvoir manger avec les autres. Donc tout ça dans la tête des militants. Et si un jour, les mêmes militants apprennent que celui que vous attaquez tous les jours, vous insultez tous les jours, a fait ci, mais les gens se disent, mais écoutez, vous êtes en train de nous flouer. Alors qu'au fait, c'est pas ça. Vous savez, ce en quoi on peut reconnaître, par exemple, la grandeur d'un homme, au fait, c'est le fait que la personne puisse donner. C'est-à-dire quelqu'un qui donne, quelqu'un qui est ouvert au don, mais cette personne-là, c'est une personne qui est bénie. Vous êtes là, vous avez vos millions, vous avez vos milliards, mais vous ne donnez pas, vous êtes maudit, vous n'êtes pas béni. Si quelqu'un, par exemple, apprend aujourd'hui, Eric, moi j'ai dit quelque part que
Eux, ils ont même eu la chance qu'ils ont eu quelqu'un comme Bawara aller dire à Faure Gnassingbé que quelqu'un est malade. Oui. Eric, si toi et moi nous tombons malades aujourd'hui, qui va aller dire au président Faure que nous sommes malades? Personne ne dira pour dire que toi tu es malade. Donc si eux ils ont eu la grâce, Bawara est allé dire au président Faure que quelqu'un est malade, de le sauver. Où est le problème? Il a sauvé l'homme, il n'a pas sauvé un homme politique. Mais justement, même un homme politique. C'est un homme avant tout. Oui, l'autre aspect, Eric, ce qu'il faut retenir. Moi, je n'ai pas vu une note depuis un certain temps de la famille Lonson qui circule pour se plaindre de ce que Faure a fait. Est-ce que vous avez vu ça quelque part? Non. Moi, je n'ai pas vu. Mais au contraire, ils ont évité Mais je ne vois pas pourquoi c'est maintenant l'ANC qui se plaint. Si c'était la famille Lonson qui se plaint, je peux comprendre. Voilà. Mais pourquoi l'ANC a quoi à faire avec la famille Lonson? Moi, je ne vois pas. Donc, je crois qu'il faut que nous puissions sortir de ces enfantillages. Ça n'a même pas lieu d'être. Vous savez, si on va se mettre à dire les bienfaits de ce que le président Faure Gnassingbé fait au champ dans ce pays. Mais écoutez, on peut. Non, et puis, le monsieur, il le fait, mais est-ce qu'il a une fois jamais dit à quelqu'un de le dire? Non. Mais c'est parce que Lonson, c'est un ami personnel à Bawara. Parce que Bawara a été touché par le décès de Lonson, malgré que, malgré les efforts déployés au fait. En fait, moi je crois qu'il fallait lire plutôt cet aspect-là. Malgré les efforts déployés pour que le monsieur revienne en vie, mais finalement il est parti. En fait, c'est ça. Moi je ne vois pas pourquoi les gens vont commencer par polémiquer et dire, demander aux autres de démissionner. Mais c'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on a inculqué aux gens, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Vous vous rappelez, quand Jésus-Christ Olympio était allé à la plage, où est-ce que les gens ont fait? À Jésus-Christ, les gens ont lancé des pierres. Oui, à Jésus-Christ Olympio. Le jour-là, à Kayassé, quand il était allé à la plage. Et c'est le jour-là, je me rappelle, le lendemain, il a fait une déclaration, il disait que, il a dit que le vieux qui est assis sous l'arbre voit plus loin que le jeune qui est caché sur l'arbre. Il a tout dit. Mais je crois qu'il faudrait que nous puissions sortir de ces chantiers battus pour dire que lorsque nous collaborons avec l'autre, c'est parce que, écoutez, aujourd'hui le Togo a besoin de nous. Et quand vous prenez la plupart des jeunes collaborateurs aujourd'hui au sein de ceux qui travaillent fort par exemple, la plupart, est-ce qu'ils sont de UNIR? Non. Ils ne sont pas d'UNIR. C'est des gens qui sont revenus de la diaspora. On les a cooptés un peu partout. Qui vous dit que ceux qui sont avec le président, qui vous dit que certains ne font pas partie de certains partis politiques? Non, bien sûr. Mais lorsque pas forcément unir. Moi, je ne vois pas, Eric, là, moi, je suis aujourd'hui. Si, par exemple, une administration, une société, une entreprise ne reconnaît pas les compétences, et vous sollicite. Me sollicite. Je le fais. Parce que c'est une expertise que vous Eric, si j'allais quitter Dapon pour venir à l'ONU ici pour me promener, vous me direz ça d'abord manger mes pentas tous les jours. Et vos bœufs, hein? Je n'aurais pas de problème. Donc, justement, mais à toi, est-ce que ceci ne risque pas d'être un discrédit sur le parti, surtout quand on s'approche des élections? Est-ce que cette polémique-là ne va pas un peu, disons, agir négativement sur la vie du parti? C'est ce que le président est en train de dire. Il disait que ça dépend de la culture qu'ils ont inculquée à la base, à leurs militants. Si cette culture politique était allée dans le sens de la tolérance, du vivre ensemble, de l'acceptation, malgré nos divergences politiques, idéologiques ou bien point de vue politique, je pense que ça n'allait pas créer de problème. Mais c'est parce qu'on a entretenu une certaine méfiance au sein de la formation politique qui fait que certains militants, certains le disent quand vous savez que nous sommes toujours avec la presse. On est ensemble. Et les gens nous disent que vraiment, c'est maintenant ils ont compris que tous c'est des traîtres, c'est des choses. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Au sein de la diaspora, sur les réseaux sociaux, vous avez vu, c'est vraiment c'est une vague déferlante sur les responsables du parti. Donc chacun à son niveau était frustré, était énervé parce qu'on leur a fait savoir que la politique, c'est que quand vous êtes en rapport politique avec le parti au pouvoir, c'est des gens qu'il faut combattre par tous les moyens. Donc vous comprenez que ça va créer ça risque l'autre aspect de la chose, c'est la pauvreté au fait. C'est la pauvreté qui fait que on pense que si l'autre par exemple mange le matin, midi et soir, peut-être que
c'est l'autre là qui le finance. En fait, c'est tout le débat à ce niveau. Oui, parce que d'autres ne savent pas comment d'autres font pour pouvoir survivre. Subvenir aux besoins. Au fait, tout le débat à ce niveau. C'est pourquoi, vous savez, je l'ai dit ici un jour, le vrai problème du Togo, le vrai problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas de riches intermédiaires. Tout le débat à ce niveau. Il y a les extrêmement pauvres, les extrêmement riches. En fait, tout le débat à ce niveau. Si on avait les riches intermédiaires, par exemple, ça allait équilibrer les choses. Vous allez voir que vraiment c'est l'extrême. Les gens sont tellement pauvres. Et les gens et c'est la majorité. Hein? Voilà. Et les gens sont immensement riches. Et il est difficile. Vous allez voir encore, nous sommes en train de nous rapprocher de la fête de fin d'année. Vous allez voir encore comment certains vont dans trimer. Certaines familles. Les gens vont trimer, alors qu'à côté d'autres non. Donc il faudrait aujourd'hui que les gens puissent tendre la main d'association. C'est-à-dire que dire que l'autre est là, il est important que je puisse l'aider. Mais on n'a pas cette solidarité. Et l'autre aspect également, ce que les gens racontent, c'est que les gens pensent que lorsque vous allez faire par exemple un cadeau à quelqu'un, peut-être que vous êtes en train d'avoir sa conscience, ou que vous êtes en connivence avec la personne. Justement, et d'autres trompeurs aujourd'hui. Et les gens se méfient. Hein? Justement, c'est ça qu'ils disaient. Il faudrait que nous puissions sortir de ces chantiers battus. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien. Moi, j'ai vu un jour un homme politique et un opposant quelque part, et après, l'homme politique m'a appelé, il dit, mais écoute, si il espère que demain, ce que j'ai vu là, ça ne va pas sortir sur les réseaux sociaux pour leur créer des problèmes. Quel problème? Au fait, je dis, c'est tout à fait naturel. C'est normal. Après tout, nous sommes quoi? Nous sommes des Togolais. Voilà le problème. Vous avez donné l'exemple de Nachaba et de Zeus tout à l'heure. Mais quand ils sont à l'Assemblée nationale, mais écoutez, c'est sur un champ politique. Franchement, ça c'est autre chose. Ils sont sur les rings. Mais quand ils sont à l'université, mais c'est autre chose. Donc, en fait, c'est ça. Il ne faut pas faire d'amalgame entre la politique. C'est-à-dire que rentrer dans la vie privée des gens, parce que l'autre aspect, ce qui nous détruit également aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Les gens ne maîtrisent pas tellement cet outil. Les gens utilisent cet outil-là pour dénigrer, pour insulter, pour mettre en nu les gens. Alors que cela ne devrait pas être comme ça. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui, au sein des partis politiques, il faudrait que les responsables des partis politiques expliquent effectivement aux militants. La politique que nous avons faite, par exemple, hier, n'est plus la même politique aujourd'hui. En fait, c'est ça. Vous allez voir que, je vous ai donné l'exemple de ceux qui travaillent aujourd'hui autour du président. Vous allez voir que la plupart de tous les barons, jeter un coup d'œil au niveau effectivement de l'organigramme, que ce soit de la présidence, de la primature ou bien au sein du gouvernement, vous n'allez plus voir la plupart des barons. Les gens se sont éclipsés. Donc les gens ont dit, bon écoutez, c'est une nouvelle génération qui est venue, qui est en train de travailler, et puis effectivement que l'opposition puisse avoir également ce réflexe-là, et se dire, écoutez, ceux que nous combattons hier là, ils ne sont plus là. C'est d'autres. C'est une nouvelle génération. Ils sont de nous organiser aussi. Merci, j'espère que la polémique va s'éteindre autour de ce sujet et que ce que vous dites puisse servir vraiment de tomber dans de très bonnes oreilles et servir de piste de réflexion. On va passer à un autre sujet, celui de la sécurité. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est de nouveau en guerre contre les vendeurs du carburant fruité. Il y a longtemps qu'on n'en a plus entendu parler et les points de vente se sont multipliés et les points de vente se sont aggravés dans tous les coins et recoins. La sortie du communiqué du ministre de la semaine passée donc montre que cette pratique reste et demeure un souci pour les hautes autorités de ce pays, je l'espère, à analyser le communiqué du ministre Yark. Oui, c'est vrai, Eric, le carburant de contrebande, ceux appelons ça comme ça, c'est pas frélaté, parce que c'est du carburant, les gens l'utilisent. Le carburant de contrebande, il faut dire que sa commercialisation et tout ça, là, ça fait partie des trafics illicites. C'est comme le trafic de drogue, c'est comme le trafic des médicaments. Donc, c'est des trafics illicites et je pense que le Togo ne tolère pas c'est un trafic illicite. Donc, il va de soi qu'il y ait quand même, en tout cas comme
comme on le dit, des mécanismes, là, des mesures pour décourager ce genre de pratiques. Et c'est ce que le ministre disait, parce qu'il faut aussi, dans la lutte contre ces carburants de contrebande, il faudrait aussi revoir le côté opérationnel de la lutte, parce que généralement certaines interventions au niveau de la force publique chargée de réprimer ce trafic se terminent par des drames. Et le ministre Yark Conseil, qui est très pointueux, quelqu'un qui aime toujours faire les choses de façon professionnelle, a à son niveau l'intention de réajuster les choses pour que la lutte se mène de façon beaucoup plus professionnelle et que cela ne débouche pas sur des drames. Au même moment, il a aussi en tête d'enrayer le phénomène depuis la racine. Et donc, il y aura quand même un autre dispositif qui sera peut-être mis sur le terrain, puisque à lire en filigrane son communiqué, on sent qu'il y a cette détermination de venir à bout de ce trafic illicite et au même moment de faire ça aussi avec la manière, avec sans toutefois aller dans des situations où parfois nous sommes très choqués par les interventions menées par la force publique au niveau de ces détaillants ou bien de ces grossistes. Donc, grosso modo, disons que c'est un trafic illicite et répréhensible parce que ça constitue un danger public sécuritaire pour notre pays. Et le ministre voudrait rappeler que ce n'est pas toléré, il n'y a jamais eu de discussion pour dire que vous pouvez vous livrer à ce commerce. Autre chose aussi, avec le développement, avec le contexte sécuritaire et du terrorisme, on s'est rendu compte aussi que ça fait partie aussi des sources de financement du terrorisme, la vente des carburants de contrebande. Donc il y a certains chefs des groupes armés qui vont piller, qui vont voler du carburant et la vente là leur apporte des ressources pour pouvoir acheter les armes et tout ça. Donc il y a aussi ce souci de lutter contre le terrorisme qui vient aussi s'impliquer à la sécurité, au problème de trafic du carburant. Donc, vous comprenez que le ministre de la Sécurité qui fait un travail assez professionnel a fait une lecture et a compris que si je combats aussi, j'accélère ou bien j'accentue la lutte contre la vente de ces médicaments de produits ou bien du carburant de contrebande. Si j'accélère, comment l'appelle-t-on, la lutte là-bas, ça peut m'amener aussi à gagner aussi du point dans la lutte contre le terrorisme. Voilà, je pense ce qui a motivé cette sortie du ministre de la Sécurité à qui nous rendons hommage au passage parce que jusque là nous voyons que ils se démènent, les équipes et tout ça là sur les terrains, et ils se démènent vraiment pour nous mettre à l'abri de l'insécurité. Mon président, vous n'êtes pas ministre de la Sécurité, mais j'ai bien envie de vous poser la question, pourra-t-on vraiment mettre fin à cette pratique? Ça fait des années. Je crois que ça va ralentir, mais éradiquer, ce sera un peu difficile. Parce que vous prenez un peu le tronçon, par exemple, Lomé jusqu'à Dapan, vous allez un peu au niveau des hameaux les plus reculés, il n'y a pas les stations d'essence. Et ce sont ces vendeurs-là, effectivement, qui alimentent les populations en carburant. Je me rappelle, il a été pris dans une ferme de Tchamba. Ce sont ces carburateurs-là qui marchaient sur plus de 5 km pour chercher. Donc je crois que, vous savez, avec la sortie du ministre de la Sécurité, la lecture que moi j'ai eu à faire par rapport à ce communiqué, c'est d'essayer de freiner un peu l'alimentation effectivement de ces djihadistes-là. Parce que vous savez, les djihadistes-là s'alimentent effectivement sur presque les trafics. Il y a la cigarette, il y a effectivement le pétrole, il y a l'essence, les faux médicaments, il y a tout. Il y a la drogue, il y a également l'or. Donc il faut effectivement essayer de freiner un peu leur alimentation, parce que c'est avec ce carburant qui se déplace pour aller faire des attaques. Si on arrive à freiner, vous voyez qu'il leur sera difficile de mettre le carburant dans leur engin pour aller effectivement aller attaquer. Et l'autre aspect, vous savez, Eric, il faudrait aujourd'hui, je crois que Madame Ingrid Dawade de la Caisse nationale, quand elle était aux impôts,
elle avait initié quelque chose pour essayer d'organiser effectivement ce secteur, de la DOSI justement. Mais je ne sais pas si le dossier là a encore évolué. Ça n'a pas évolué. Vous voyez? Donc il faut essayer de voir comment essayer d'organiser effectivement ce secteur-là. Parce que plus vous voulez effectivement empêcher, je vous dis qu'il va encore plus se développer. C'est comme un cancer, c'est-à-dire que vous coupez ici, il risque de ressortir de l'autre côté. Parce qu'il faut reconnaître que dans les contrées les plus reculées, c'est eux qui alimentent. Je me rappelle une année où je peux faire taire la localité et le nom. La personnalité a été convoquée à Lomé ici, d'être ici à 6 heures. Mais par malheur, il n'avait pas d'essence dans sa voiture. Et il était le premier chaque fois à réprimer effectivement ceux qui vendaient l'essence là, le carburant là, au sein de la ville. Et il allait taper à la porte de ceux qui vendaient le carburant à 5 heures du matin, de lui servir parce qu'on l'a convoqué à Lomé pour se présenter à 6 heures d'urgence. Et les jeunes là ont dit il n'y a pas de problème, mais il se fait un peu tard, attends vers 6h, 6h30 comme ça tu viens, on va te servir. Tout juste parce que les jeunes là voulaient non, ça dit que les jeunes là voulaient, quand il va venir, les gens puissent le voir. Donc toi aussi, voilà, en fait, c'est ce que les jeunes là voulaient lui faire. Donc c'est pour vous dire qu'il faut tout faire pour organiser le secteur. Si on essaie d'organiser le secteur, et ce qui est intéressant, dans ce que le ministre de la Sécurité est en train de faire depuis un certain temps, nous avons constaté que c'est vrai que de temps en temps, il y a quand même les explosions, il y a des attaques, mais ça quand même ralentit un peu. On n'entend plus trop d'attaques entre ces vendeurs-là et les agents de l'ordre, où il y a les courses-poursuites, où vous allez apprendre que tel a renversé depuis un certain temps quand même, ils essaient d'une façon professionnelle de gérer ce secteur. Ce que nous allons demander maintenant, c'est d'essayer de voir comment ils vont effectivement organiser le secteur. Et ce serait effectivement vraiment difficile. Talon au Bénin, il a essayé, mais vraiment, jusqu'à présent, il n'arrive pas. Vous voyez, vraiment, c'est une nébuleuse, mais il faudrait seulement de temps en temps rappeler les principes, dire aux populations le mal et le bien de la chose. Et je crois qu'avec ça, et demander également à l'État, l'État ne peut pas tout faire, demander à nos compatriotes qui ont les moyens d'essayer d'installer un peu partout les stations d'essence. Si vous avez les moyens, il faut le faire. Pourquoi pas. Je crois que au lieu de multiplier les bars. J'ai appris que notre compatriote de Poukoun a eu à installer la dernière fois Mango, ou bien où j'ai appris. Voilà, donc je crois que ceux qui ont les moyens peuvent, Eric, si vous êtes d'accord, nous on peut faire un consortium. On peut également installer une station quelque part. Pourquoi pas? On va initier un projet. On va s'adresser au ministère du développement à la base. On vous a dit que nous ne sommes pas solidaires. Qui va nous aider. C'est tellement intéressant, d'un sujet très intéressant qui touche à notre vie. Mais le temps nous poursuit. Il y a le match aussi qui va commencer très bientôt. Oui, ajoutez-le rapidement contre cette contrebande. Entre-temps, lorsque vous avez vu au Togo ici, quand les autorités togolaises ont fait un effort de subvention du carburant, le carburant était revenu à 400, 500. Les gens, c'est vrai, ça à 500, à 600. Mais ça faisait que personne n'allait vers le commerce a disparu comme ça. Donc, c'est une piste à explorer pour décourager. C'est très coûteux, mais bon, l'État verra dans la mesure du possible d'aller vers la baisse des prix au niveau des pompes. Et je pense que ça peut aussi, un temps soit peu amener aussi à décourager les vendeurs du carburant de contrebande. Très bien, et comme je le disais, beaucoup de sujets intéressants, mais le temps nous poursuit, nous sommes déjà dans le temps additionnel. L'année s'achève avec son lot de mystères et de faits insolites, des vols, des accidents, des décès, etc. Une situation aussi vieille que l'humanité, mais jamais comprise. Quel rapport y a-t-il vraiment entre ces phénomènes et les fins d'année? Comment faire pour éviter l'un et l'autre de ces phénomènes et bien franchir l'année nouvelle en toute sécurité et surtout en vie? On dirait qu'il y a 2 doses d'alcool dans de telles circonstances. L'ambiance de la fête qui saoule déjà et l'alcool lui-même
qui vient aggraver la situation. Malheureusement, Jacques, j'aurais bien voulu votre analyse là-dessus, mais le temps nous a rattrapés. On risque de nous couper en plein mettre fin au match, siffler la fin du match lorsque la balle est encore dans le ciel. Mais je voudrais un mot de vous par la grâce avec la faveur du technicien par rapport au match dont la finale est prévue tout à l'heure, et une Coupe du Monde qui a vu l'Afrique finir sa course en demi-finale. Le Maroc qui a joué, mais la France a gagné. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Félicitations d'abord au Qatar qui a su organiser effectivement ce tournoi. Et félicitations également à notre consoeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, New World, qui a vraiment fait des prouesses. Oui. Et reconnaître que vraiment c'est une Coupe du Monde très bien organisée. Ça, il faut le dire. Le président de la FIFA même l'a reconnu, que vraiment c'était une Coupe du Monde. C'est vrai qu'il y a eu des scandales de gauche à droite, ça ne manque pas, c'est pour le reconnaître. Oui. Mais plus de ça, la Coupe, le mondial a été très bien organisé. Aujourd'hui, c'est la grande finale. Nous souhaitons bonne chance à ces deux équipes. Vous savez, celui qui va gagner cette coupe, finalement, au fait, c'est le Qatar. Vous savez, Messi, il joue au Paris Saint-Germain. Mbappé joue au Paris Saint-Germain. Et vous savez que c'est le Qatar qui a acheté, effectivement, le Paris Saint-Germain. Donc, c'est pour vous dire que, finalement, c'est le Qatar encore qui se retrouve en finale. C'est vrai que... Tout comme l'Afrique s'était retrouvée en demi-finale. Le Maroc, donc je crois que bonne chance. C'est la délégation africaine. Donc bonne chance, vous n'avez pas de pronostic? Non, moi, c'est vrai que... Et en même temps, demander de la part de nos autorités togolaises d'investir dans le football. Nous avons vu ce que New Orleans a fait. C'est vrai. C'est une fierté mondiale. Donc si le Togo aussi se donne aussi cette volonté d'amener au mondial, je pense que très tôt on va commencer par investir dans le football, détecter les talents, mettre ce qu'il faut à la disposition des sélectionneurs. Je pense que nous pouvons aussi être fiers d'arborer notre drapeau dans le grand stade lorsqu'il s'agira de la messe mondiale du football. Franchement, dire un mot par rapport à nos compatriotes, surtout les jeunes, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est le moment de fête. Faites attention. Parce que, vous savez, certains disent que le 25, quand on prend l'alcool, ça ne fait rien dire. Le premier, quand on prend l'alcool, non, ça fait quelque chose. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas habitué à quelque chose, ne le faites pas. C'est vrai que nous avons appris ce qui se passe actuellement à Soukouré. On ne sait pas si c'est vrai, avec la prostitution des enfants. Si c'est vraiment vrai, il faudrait que les autorités prennent les taureaux par les cornes pour éradiquer effectivement ce mal-là. Les jours de fête, que cela ne soit pas un jour de mort, de décès pour les familles, mais plutôt de joie. Merci beaucoup, que votre message soit entendu et que Dieu exauce cette voix. Je voudrais me joindre à vous pour vraiment appeler à beaucoup de prudence, surtout entre le 24, 25 et puis le 31, le 1er, ce qui se passe, au lieu de se retrouver devant ses parents ou dans sa maison, des gens qui vont se retrouver à la morgue, d'autres dans les réas. Franchement, que Dieu nous épargne de ça. Mais pour que Dieu nous épargne de ça, c'est à nous-mêmes d'abord de prendre nos responsabilités. C'est donc la fin de notre messe ici. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à vous, chers invités, président Jacouti, puis Acha Ibrahim, pour votre disponibilité, pour avoir répondu à cette invitation. Et nous allons nous donner rendez-vous l'année prochaine, parce que c'est avec vous le dernier rendez-vous de cette année. Et je profite sincèrement pour franchement vous souhaiter une bonne et heureuse fin d'année et un bon début d'année nouvelle. Et vous remercier pour plusieurs raisons dont Dieu et moi seul savons. Et que Dieu vous conduise et conduise vos familles à l'année prochaine. Je voudrais bien qu'on se retrouve encore sur ce plateau un 24 ou pourquoi pas un 25 décembre 2023 en toute et bonne forme.
faites un bon retour. Merci à l'équipe technique qui m'a assuré cette émission. Ibrahim Maki et puis Alexandre Tchalim. Bien de choses à toutes et à tous. Bonne fin de semaine et bon début de semaine. On ne se sépare sur cette pensée de Voltaire. On va se retrouver, quant à vous, vous et moi, on va se retrouver avant la fin de l'année. Attendez mes vœux de fin d'année le dimanche prochain, Inch'Allah. Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir, la vie est un opprobre et la mort un devoir. Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir, la vie est un opprobre et la mort un devoir. C'est de Voltaire. Je vous souhaite une bonne méditation. À dimanche prochain.